Alors, avant de commencer cette séance, ou bien cette séquence vidéo, toujours dans le cadre de la séance 2, donc la séance, je répète, j'ai précisé vers la fin de la séquence vidéo de la séance 2 qu'on va traiter, on va compléter dans la séance 33.3. Alors là, je rectifie, c'est la séance toujours 2, mais ici 3. Donc, on s'est arrêté au niveau des facteurs d'abondance du régime de l'étalon or, et on s'est basé sur l'idée que l'ajustement automatique n'était, ou bien les jeux de l'ajustement automatique et ses règles n'étaient pas respectés, et donc l'ajustement automatique, il s'avère loin de la réalité. C'est ce qui va donc amener vers l'abondance du régime de l'étalon or. Donc ici, nous devons distinguer entre deux phases. La phase durant la Première Guerre mondiale et la phase d'après la Première Guerre mondiale. Donc, durant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 18, donc il y avait l'apparition de nouveaux centres financiers internationaux face au monopole de la Grande-Bretagne sur le système monétaire international. Donc, c'était une réaction de concurrence pour éviter et pour ne pas laisser le monopole sous les mains de la Grande-Bretagne. Et donc, on a assisté essentiellement à l'apparition du système monétaire fédéral des États-Unis en 1913. Donc, durant cette phase aussi, les pays vont suspendre le fonctionnement de l'étalon or. Et donc, ce retour à cet étalon va perdre son poids. Et donc, une partie des besoins de la guerre, elle est financée par l'impression propre des billets. Donc, on a commencé à faire l'impression des billets propres pour chaque pays. On a assisté à une réduction forte de l'emploi, une réduction des capacités de production dans le cadre de cette phase de guerre, une augmentation générale des prix vers la fin de la guerre, et après la guerre, on va assister au flottement des monnaies. Et donc, chaque pays il est libre de fixer la parité de sa monnaie par rapport aux autres. Donc, il n'y a pas de référence pour la parité. Donc, on va assister donc à l'augmentation de l'offre de monnaie afin de financer la reconstruction, c'est-à-dire la reconstruction des pays détruits par la guerre, donc à nécessiter donc des financements et donc une augmentation de l'offre de monnaie va apparaître à travers l'impression des billets comme nous l'avons déjà précisé. Ce qui va causer une inflation galopante. Selon la théorie quantitative toujours, l'augmentation de la masse monétaire va pénétrer l'augmentation des prix ici de manière continue avec l'augmentation de la masse monétaire en circulation vu les contextes de la guerre, elle va générer une inflation galopante. Donc c'est une inflation avec des taux très très élevés, comme on va le voir par la suite dans certains schémas, et donc une inflation galopante et continue donc durant cette période. On va assister aussi à l'appauvrissement de l'Europe, y compris la Grande-Bretagne, dans le contexte de la guerre, mais on va assister à la puissance économique et la domination des États-Unis, qui sont devenus les premiers donc créanciers du monde. Alors là, on va assister au retour provisoire à l'étalon or, par les États-Unis d'abord en 1919, et puis en 1922, c'est dans le cadre de la conférence de Gênes en Italie, on va voir que la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon, ils vont établir un agenda de retour à ce régime, c'est-à-dire le régime de l'étalon or, avec une coopération entre les banques centrales. Mais, avec l'insuffisance des quantités d'or au cours de cette période, et le risque donc de ne pas satisfaire les besoins des banques centrales en réserve internationale, les participants ont décidé, donc après discussion, après collaboration, ils vont décider de s'entendre pour rétablir une certaine parité. Donc ils cherchent une certaine parité qui va constituer une autre référence, cette parité entre les monnaies, et ils ont mis en place ce qu'on appelle le système d'étalon de change or. Donc ici c'est un accord, ce n'est pas comme au niveau de l'étalon or, nous avons précisé que c'était un système monétaire qui est spontané, et donc il n'a pas émané donc d'un accord international. Ici et là, c'est la conclusion d'un accord entre les partenaires. Donc d'où le passage à une deuxième étape,
celle du système de l'adoption du système de l'étalon de change or ou bien le Gold Exchange Standard. Essentiellement entre les deux guerres, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quel est le fondement de ce système? Alors, le mécanisme est simple. Donc, certaines monnaies fortes peuvent jouer le rôle de l'or en tant qu'étalon. Donc, essentiellement le dollar et la livre sterling, tant que la Grande-Bretagne continue toujours à avoir un poids économique. Donc, sur la base de la détention des stocks d'or, deux catégories de pays sont à distinguer. Donc, il y a les pays ayant des stocks d'or importants, donc leurs monnaies sont convertibles en or. Mais les pays ayant des réserves d'or insuffisantes, leurs monnaies sont convertibles en monnaies fortes. Alors, ces monnaies fortes eux-mêmes sont convertibles en or, d'où l'appellation étalon de change or. Donc, le principe de ce système est le suivant. Stocker dans les banques centrales de l'or et des monnaies convertibles, émettre la monnaie en fonction non seulement de l'or, mais en fonction des monnaies convertibles. Donc, la contrainte de l'or n'existe pas, puisqu'il y a d'autres monnaies qui sont convertibles. Les autres pays peuvent ainsi détenir comme réserve les monnaies de plusieurs grands pays. Donc, les réserves sont toujours entièrement constituées d'or. Mais la concurrence entre les possesseurs d'or, elle fait éclater ce système. Donc, la recherche de l'or et la concurrence à avoir plus d'or, et elle va susciter généralement une deuxième guerre. Alors, la Grande-Bretagne revient à l'étalon or en 1925 avec la parité d'avant-guerre. Pourquoi? C'est pour ne pas perdre la confiance mondiale dans la stabilité des institutions financières britanniques qui ont joué, donc ces institutions qui ont joué un rôle dominant auparavant. Et donc, elle a essayé de revenir à cette parité passée. Afin donc de ramener le prix de la livre en or à son niveau d'avant-guerre, la Banque centrale, carrément en Grande-Bretagne, elle a mené une politique monétaire restrictive. Qu'est-ce que c'est qu'une une politique monétaire restrictive plutôt? Donc, on rappelle. Normalement, vous avez vu ça au niveau de S3. Alors, c'est un ensemble de mesures de lutte contre un taux d'inflation élevé. Donc, la surchauffe, c'est la croissance très élevée. Il y a un chômage qui est faible, mais l'inflation, elle est trop élevée. Donc, c'est ce qu'on appelle la surchauffe. Là, on prenne des mesures de lutte contre des taux d'inflation donc qui sont trop élevés. L'objectif, c'est de stopper la dévaluation de la monnaie sur le marché d'échange et essayer de restaurer la confiance des agents économiques dans cette monnaie. C'est pourquoi donc on mène une politique, c'est une intervention étatique. La conséquence, ici, c'est l'élévation du taux de chômage par rapport à cette politique au niveau de la Grande-Bretagne. Donc la Banque centrale intervient pour réduire la masse monétaire en circulation en utilisant généralement trois instruments. Donc ici, l'instrument, c'est les taux directeurs pour n'importe quelle politique monétaire, mais ici, une politique restrictive, elle va procéder par l'augmentation des taux directeurs. Donc le taux directeur, à titre de rappel toujours, c'est le taux auquel la Banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales. Et l'outil ici, il est plus puissant, c'est-à-dire l'action sur les taux directeurs en matière d'intervention de l'État. C'est des politiques keynésiennes avec l'intervention de l'État. Donc le coût étant élevé, les octrois de crédit aux agents économiques vont ralentir. Donc c'est normal. Et l'investissement et la consommation, donc, comme conséquence, vont baisser. D'où le ralentissement de l'économie avec éloignement du risque d'inflation. Donc, on gagne en matière d'éloignement du risque d'inflation malgré le ralentissement de l'économie qui est sur lequel on aboutit. Puis, deuxième instrument de la politique monétaire restrictive, c'est augmenter les taux de réserve obligatoires. Donc, l'action sur les taux de réserve obligatoires, c'est un mécanisme aussi de la politique monétaire.
Donc ici, les banques commerciales doivent déposer une plus grande partie de leurs dépôts auprès de la banque centrale. Donc le pourcentage de dépôt ici augmente. D'où la réduction des crédits par les banques commerciales aux agences économiques. Donc même impact que la première mesure. Troisième mesure, c'est l'open market ou bien politique monétaire ici qui n'est pas conventionnelle. Ici, la vente massive des titres sur le marché interbancaire, c'est-à-dire seules les banques interviennent sur ce marché et la banque centrale, elle va vendre massivement des titres, c'est-à-dire les bons de trésor et les obligations sur le marché interbancaire. Et donc, c'est pour réduire la liquidité en passant donc des banques de second rang à la banque centrale, c'est-à-dire que la liquidité passe des banques de second rang vers la banque centrale à travers la vente massive des titres, ce qui va augmenter les taux d'intérêt généralement à long terme. Donc, cet impact sur l'augmentation des taux d'intérêt, c'est le même scénario. Augmentation des taux d'intérêt signifie, comme on l'a vu dans les deux autres techniques, il va y avoir un impact sur la décision d'investissement et d'épargne. Donc, ces trois instruments, taux directeur, taux de réserve obligatoire et open market, sont utilisés avec le mécanisme inverse dans le cas de récession, c'est-à-dire lorsqu'il y a une croissance très faible. Donc, ce n'est pas le cas de surchauffe, on agit sur ces trois instruments avec la technique qu'on vient de voir, mais s'il y a récession, généralement, on utilise ces mécanismes. Les trois mécanismes peuvent être utilisés dans le sens inverse. En France, entre le retour au franc d'avant-guerre et le danger d'une telle décision pour l'économie, la décision était de dévaluer le franc de 80%, en considérant que le retour est dangereux. Donc, il a procédé à la dévaluation. Puis, le déclin de la place financière de Londres, suite à l'affaiblissement économique de la Grande-Bretagne dans les années 20. Donc, les années 20, c'est des années où la Grande-Bretagne va commencer à perdre son poids économique. Ici, ce déclin de la place financière a été accompagné par un risque sur la stabilité de l'étalon or qu'elle a adopté. Donc, ainsi donc la limitation des réserves d'or britanniques avec la persistance de la stagnation, donc c'est l'inflation avec baisse du niveau de croissance, donc a généré l'incapacité de la Grande-Bretagne d'honorer ses engagements internationaux. Et donc la situation aussi va s'aggraver encore plus avec la crise de 1929 et donc la Grande Dépression qui va suivre cette crise. D'où l'étude de la crise de 1929 en mettant l'accent sur les conséquences internationales sur le système financier. Donc à titre de rappel, toujours, la Grande Dépression de 1929, c'est une crise économique, c'est une crise de surproduction. Crise au niveau de la production donc, au niveau de l'emploi, au niveau des échanges. Elle est aussi une crise monétaire et financière. Donc, elle est américaine, puisqu'elle s'est propagée, puis par la suite, elle s'est propagée à tous les pays. Donc, elle est devenue mondiale. Ceci, donc, il faut revenir au niveau du cours de problèmes économiques et sociaux qui a donné, c'est-à-dire dans lequel vous allez trouver beaucoup de détails par rapport à cette crise. Donc, l'étalon or, il est considéré à la fois comme déclencheur et comme facteur d'aggravation de la crise. Donc, il fallait l'abandonner. Et donc, la plupart des pays adhèrent au régime de l'étalon or, ce qui fait les États-Unis et la France aussi avaient de larges entrées de capitaux en accumulant de l'or. Donc, il y avait, en 1932, ils possèdent les deux 70% du stock mondial. Donc, le stock, il est détenu majoritairement sous les mains des États-Unis et de la France. Les autres pays, et afin de conserver leurs réserves, ils vendent les actifs domestiques et augmentent le taux d'intérêt. Donc, ils mènent une politique monétaire c'est-à-dire arriver à cette conclusion. D'où une contraction monétaire mondiale qui a coïncidé avec les conséquences du krach boursier d'Octobre Noir à New York. Donc,
c'est une crise au niveau de la bourse, des valeurs. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est une crise qui est aussi financière et